Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du talk show. On est très proche d'une finale de Coupe d'Europe. On est évidemment aussi dans le sprint final en Ligue 1. Tout de suite, le sommaire de cette émission. On commencera avec Rudy Garcia. Va-t-il commencer à préparer le match contre l'Atlético de Guingamp? Grégory Sertic, faut-il finalement faire un mea culpa sur son cas? On enchaînera avec Sofiane Bouffal, un joueur qui pourrait peut-être intéresser l'OM lors du prochain mercato. A-t-il le bon profil? Et évidemment l'avant-match, puisque on le rappelle, dès demain l'OM affronte Guingamp dans l'avant-dernière journée de Ligue 1. Avec nous aujourd'hui Yvan Lemay, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Surtout que le mercato approche, Yvan, hein. Okay. Ça se prépare? Ça se prépare? Ouais, le téléphone est chaud déjà, ça va. Le téléphone est chaud. Le téléphone de Romain Canutier est toujours chaud, évidemment, et il est également toujours là. Félicitations d'ailleurs pour ton émission d'hier, j'ai regardé ça avec le président. Félicitations pour les trois frères. Merci. Bien aimé. Merci. Je dis ça parce que tu ressembles à Didier Bourdon avec cette coiffure. C'est toujours très agréable. Non mais je l'avais là, je l'ai cette vanne, et je me suis dit si je lui dis pas de suite, ça tombe bien, traîner toute l'émission avec. Ça tombe bien, ça fait 4 ans que j'ai envie de te dire que tu ressembles à Adrien Rabiot. Donc ça c'est fait. Ça va. En face de vous, Stéphane Bringuier, évidemment, directeur des opérations du Phocéen, et Babou, Fabrice Celeski, notre spécialiste technique et tactique, qui va nous décrypter, comme il le fait à chaque fois, les forces et les faiblesses de Guingamp, avec un très grand plaisir. Ça va, Babou? Ça va très bien. Forcément. On parle de place. On commence tout de suite avec ce match de Guingamp. Stéphane, est-ce que ce match de Guingamp, pour toi, c'est le match où il faut préparer l'Atlético? Tout simplement, première question. Non, pas de mon point de vue. C'est vraiment, en tous les cas, évidemment que dans un coin de sa tête, Rudy Garcia pensera à mercredi. Évidemment qu'il y aura certainement un turnover de joueurs en préparation de mercredi, ou en tous les cas des entrées tardives ou des sorties prématurées dans ce match. Donc il y aura forcément en arrière-pensée le match, mais c'est pas le match. Il faut le gagner. De toute façon, je pense qu'il faut vraiment dissocier les deux. C'est un objectif prioritaire de gagner à Guingamp. Rudy l'a répété en conférence de presse. Et mercredi, on aura tout le temps d'y repenser. Fabrice, on se doute qu'il y aura peut-être une défense à 5 aussi face à l'Atlético, parce que Griezmann, Diego Costa, duo d'attaque, ça peut être la solution. Je pense que c'est ce que tu penses également contre... Pas forcément. Ça peut, pas forcément. Est-ce que tu penses que Rudy Garcia aura dans son coin de sa tête, il y a ma défense à 5 qui se prépare, il faut que j'économise peut-être tel ou tel joueur pour ça? Non, je pense pas encore. La seule pour moi préparation qui est importante contre Guingamp, c'est de gagner, parce que il faut vraiment cette victoire avant de pouvoir aborder la finale avec au niveau mental le mieux possible, mais après au niveau tactique et au niveau des joueurs, on sait que déjà Rami et Gustavo seront présents alors que là ils n'y seront pas. Je pense pas qu'on puisse préparer notre défense sans Rami et sans Gustavo de toute manière. Donc pour moi, Guingamp c'est un match et l'Atlético ce sera complètement autre chose. On va voir à quoi pourrait ressembler l'OM dans cette finale avec on parle de la finale, avec une possible défense à 5. Romain, je crois que c'est ton avis, toi. Tu penses qu'il y aura cette défense à 5 et que dès Guingamp ça va être important de concerner un peu tout le monde, de faire souffler certains? D'envisager, parce que de dire qu'il faut gagner à Guingamp et que c'est important pour le championnat, c'est d'une évidence mais folle. Faut le dire quand même. Dire qu'on a envie de gagner contre l'Atlético, c'est une évidence mais folle. La différence du commun des mortels et des gens capables de faire ce genre d'analyse, je vais dire, ou de conclusion, et Rudy Garcia. Tu vas te différencier aussi du commun des mortels là, selon tes propos. Pas du tout. C'est que Rudy Garcia, lui, il a montré lors de la phase de poule d'Europa League, je le rappelle, où l'OM s'est qualifié, mais en même temps a fait 5 victoires et un nul en championnat sur les matchs qui suivaient. Donc il est dans cette logique-là, même s'il le dit pas et est toujours dans une logique, notamment par rapport à ses joueurs, de dire non, ce qui compte c'est le match prochain et compagnie. Lui, il a toujours pensé sur la semaine aux 2 matchs. Ça veut pas dire que j'en privilégie un par rapport à l'autre, je vise les 2 victoires, ce qui est souvent arrivé, mais je sais anticiper. Et pour moi, là, ça se fait pas forcément pour préparer ta défense, mais ça se fait par exemple pour ton attaque. Parce que si tu joues à 5 derrière, ce qui je pense sera le cas, ça veut dire que tu as 3 éléments offensifs au lieu de 4. Donc ton 4e élément offensif, tu le prépares déjà à faire les 90 minutes à Guingamp. Voilà. Yvan, toi qui as bossé déjà avec des coachs, évidemment, comment tu penses qu'il va aborder ce match à Guingamp, Rudy Garcia? Évidemment, dans les propos, comme le disait Romain, il va dire « Oui, on pense d'abord à Guingamp, on ne pense pas du tout à l'Atlético », mais est-ce que dans sa gestion, il y aura quand même en arrière-plan cette finale? Il y a un tel enjeu quand même à Guingamp avec les points que tu dois prendre en championnat, parce que si tu jouais pas grand-chose, ou que ce serait, je dirais, pas des points vitaux par rapport à la course avec Lyon, avec Monaco, pour cette place en Champions, mais là, t'as pas véritablement le choix il faut gagner. Donc, tous les coachs te disent et te diront, et Rudy c'est le même, que tu essayes de mettre tes forces au maximum ce jour-là pour le match qu'il faut gagner.
Après, en arrière-pensée, en arrière-plan, bien sûr que tu as toujours le match d'après et que c'est une finale tellement importante, c'est pas un sommet contre le PSG ou contre Monaco, c'est une finale d'Europa League que tu joues. Mais il sait qu'il doit gagner, et il faut gagner à Guingamp. Fabrice, toi aussi, tu auras cette finale forcément dans la tête au moment où tu vas voir le match de Guingamp, où tu te dis non, là c'est championnat, on pensera à l'Europa League après. Les joueurs qu'on fait tourner, par exemple les attaquants, comme le disait Romain, tant pis, on met tout ce qu'on a. Qu'est-ce que comment tu vois la chose? De toute manière, là, dans ce que disait Garcia, il disait il faut pas qu'il parle de la finale, tout ça, c'est important. Si j'en attrape un en train de le faire, mais c'est clair que inconsciemment, tous les joueurs sont obligés de penser à cette finale. Mais par contre, ils savent tous aussi, et comme Rudy Garcia et comme nous tous, que si on prend ce match de Guingamp à la légère, et c'est le piège à chaque fois, c'est de se dire, de jouer le match un petit peu à l'avance et de déjà se projeter sur la finale. Et là, c'est comme disait Yvan, c'est trop important. Cette victoire-là te permet quand même, après, si tu gagnes à Guingamp, tu as quand même le chemin ouvert. Si jamais tu perds en finale, tu as quand même, après le match d'Amiens, encore quelque chose à gagner. Si tu perds ce Guingamp, c'est mort. On vous a fait un petit piège, évidemment, en préparant la compo. Il n'y a pas Rami, là. Voilà, c'était pour voir si vous suiviez. Évidemment, on a mis Rolando, mais c'est Rami qui était prévu dans nos plans. C'est vrai que là, c'est plus du tout la même finale. Non, mais c'est Rami. Voilà. Rolando, il sera peut-être là. Il rentrera peut-être pour mettre un but sur corner, évidemment. Mais pourquoi pas? Parce qu'il sera pas prêt? Non, il sera prêt, mais certainement. Et pourquoi alors il jouerait pas si tu joues à 3 en finale avec Gustavo en milieu de terrain et Rolando, Rami en défense centrale? Sakai aussi. Enfin, c'est vrai que c'est une autre option, Romain. Ça peut exister. Oui, c'est une autre option. Après, je trouve que Sakai, perso, avait fait un énorme match à Leipzig. Non, mais c'est pas ce que dit Yvan, c'est de dire mettre Gustavo au milieu et d'avoir 3 défenseurs derrière. Si tu restes dans une défense à 3 et que tu veux garder tes couloirs dangereux, ça... Tu mets Rami dans la défense et Gustavo dans le milieu. Absolument. Et c'est vrai que le milieu, il faut un petit peu le renforcer. Tu as quand même un Saúl Ñíguez en face. Gustavo, il est quand même meilleur, il sera toujours meilleur au milieu que derrière. Il joue derrière par compensation. Pourquoi pas? On n'y a pas pensé, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Stéphane, le mot de la fin sur cette partie où on parle déjà de l'Atlético. Est-ce que tu vas regarder le match de l'Atlético ce week-end et de comment ils font tourner, pas tourner? Ce serait intéressant de le faire. Je sais pas si j'aurai le temps matériel de le faire, mais en tous les cas, c'est vrai que. Tu jetteras un œil, quoi. Cela dit, autant ça peut être. Autant on dit que les deux matchs sont différents, mais alors pour eux, ce sera encore plus différent parce qu'ils s'en foutent intégralement du match de ce week-end. Oui, alors ils s'en foutent pas tant que ça parce que Diego Simeone a gueulé parce qu'il aura que 4 jours de récupération. Le match étant, mais je pense qu'ils vont quand même beaucoup faire tourner. Du coup, ils feront beaucoup tourner en disant, en faisant un coup de gueule, en disant voilà, on vous a gâché l'affiche parce que. Et je pense que le souci, c'est pour ça que moi, tu dis regardez le match l'Atlético. Moi, j'ai regardé un autre match. J'ai regardé Séville qui jouait contre le Real Madrid. Parce que je me suis dit si le Real Madrid gagne à Séville, le Real Madrid revient à hauteur de l'Atlético. Et là, au-delà du classement, ça va commencer à les titiller sur le côté. C'est le rival. Malheureusement, le Real a perdu parce que le Real aussi avait fait grandement tourner. Ouais. Et donc, du coup, l'Atlético a 3 points d'avance, donc ils peuvent se permettre. Ok, messieurs, je vous propose de rentrer un petit peu dans le débat et on va évoquer un joueur dont on a dit beaucoup de mal cette saison. Romain, tu ne me contrediras pas, évidemment. C'est Grégory Sertic et c'est le sujet de la deuxième partie de cette émission. Alors, je vois vos mines déconfites quand j'ai évoqué le sujet. Messieurs, on va essayer de le faire quand même avec le même entrain que d'habitude parce que Grégory Sertic risque de jouer contre Guingamp ce week-end. J'aime bien le mot. Devrait, oui, tu as raison. Je vous propose d'ailleurs d'envoyer vos questions avec le hashtag LiveTalk. Allez-y pour Yvan, notamment des questions mercato, pourquoi pas. On verra ça dans la partie questions-réponses ou vos réflexions sur les différents sujets. Vos questions, hashtag LiveTalk sur Twitter, Facebook et le forum du Phocéen. Grégory Sertic, est-ce que, messieurs, finalement, on ne s'est pas trompé sur ce joueur en disant qu'il n'avait pas le niveau, que c'était n'importe quoi? Parce que Romain, tu l'as rencontré cette semaine au Media Day Open, au Media Open Day, au Media Day UFA. Voilà. Et tu lui as posé une question sur la rotation, je crois, et tu as apprécié sa réponse. On va peut-être l'avoir en image, mais l'idée c'était vraiment de lui demander ce que ça faisait un peu d'être. C'est un peu comme les parties de catch, quoi, où tu joues, puis tu affaiblis au max l'adversaire, et puis au moment où ça devient un peu intéressant, il faut que tu tapes dans la main de ton partenaire et que toi tu passes de l'autre côté du ring. Là c'est un peu pareil, c'est de lui dire tu vas tout donner pour gagner à Guingamp, et puis la finale venue, il va falloir que tu tapes dans la main d'Adil Rami et que tu lui laisses sa place. Merci Undertaker, on va tout de suite regarder ce qu'a à nous dire Grégory Sertic sur ce sujet. N'importe qui joue, faut qu'il soit bon pour l'équipe et c'est comme ça que ça a tourné toute la saison, c'est comme ça va se terminer et
Et je taperai dans les mains de ceux qui vont jouer mercredi et j'aurai la même envie. Voilà pour Rey Mysterio. Ouais, je vais tous les faire, évidemment. Excellent. Il a un état d'esprit irréprochable, en tout cas, Stéphane. C'est ce qu'on peut retenir, non, de Grégory Sertic. Absolument. Tu vas le garder quelques saisons, tu seras content. Alors ça, c'est content, je sais pas. Effectivement, on va le garder quelques saisons parce qu'il n'a pas fait une saison qui lui permettra d'avoir des touches où que ce soit, en tous les cas. Tu confirmes ça, Yvan, que la saison de Greg Sertic lui permettra pas d'avoir. Dans le catalogue Panini, peut-être. Donc effectivement, sa rentrée a été surprenante. Mais enfin maintenant, c'est pas non plus. mais elle était bonne, hein, on peut le dire. Oui, enfin c'est pas Baresi non plus. Je veux dire, il nous a surpris. Donc il a été propre, il a fait le taf. Maintenant, on va pas non plus commencer à s'enflammer sur le cas de Grégory Sertic. Je pense. Dans le vestiaire certainement, parce que il est indiscutable. Il est indiscutable que Grégory Sertic dans le vestiaire est très apprécié. Après voilà, je veux dire, ils sont pas sympathiques. Oui. Voilà. Non mais je suis. Alors moi c'est vrai que sur le coup, je suis d'avis pareil de dire on s'enflamme. Il a fait 45 minutes où il a été bon, où il a fait 2-3 anticipations intéressantes, donc contre Nice quand il est rentré à la pause pour remplacer Rolando touché au mollet. Donc on se dit on s'enflamme un peu là, Sertic 45 minutes, ça va. Mais est-ce qu'on l'a pas aussi descendu? C'est le constat que je me suis fait, et à moi-même. Est-ce qu'on l'a pas aussi descendu après 45 minutes? Quand on l'a recruté, on le rappelle, son recrutement en janvier 2017. Quatrième et dernière recrue du premier mercato de l'OM. C'est étrange, il a les agents de Rudy Garcia, et voilà, ça sentait un truc suspect alors qu'on parlait de lui juste dans une formation à MLS qui lui restait 6 mois à Bordeaux. Là, il signe à l'OM avec un meilleur salaire, on s'est dit tiens. Et au final, on se dit, bah tiens, Sertic, s'il est recruté par les mêmes agents, ça veut dire qu'ils seront en relation avec Garcia, et qui va jouer le coéquipier de vestiaire, celui qui se tait quand il joue jamais, et quand il rentre, il colmate les brèches, d'autant plus qu'il peut jouer en défense et au milieu, c'est pas mal. En début de saison, on l'a vu notamment, c'était contre Domzalé. Oui, il avait eu beaucoup de temps de jeu sur les premiers matchs. Voilà, et ils étaient passés au travers. À Monaco il y avait aussi. eu le point d'orgue avec cette défaite à Monaco, 6-1, on le rappelle. Et donc là, du coup, on s'était dit, non, Sertic, en fait... Non, mais ça a étonné personne, Romain. Je veux dire, quand on a vu arriver Sertic, tout le monde, enfin je veux dire, avec 80% des observateurs, se sont dit, Sertic... Dans un OM Champions Project, qu'est-ce qu'il vient foutre là? On se disait, il pouvait colmater les brèches. C'est pas le premier joueur incohérent du Champions Project non plus. Non plus. On a une excellente question de Quesada 13 à ce sujet justement. Pour toi, c'est lequel? Sertic, déjà, moi je le préfère au milieu qu'en défense déjà. Et après, tu sais qui vient pour compléter, pour compléter un groupe qui va pas être. C'était pas un joueur important à Bordeaux, c'était pas un joueur important avant, et c'est pas un joueur important chez toi. C'est un joueur de groupe, de collectif, qui emmerde pas, qui est a priori sympa, et quand t'as besoin de lui, qui doit être là, et la preuve en est, l'équipe est très fatiguée, et là maintenant quand il a son boulot à faire, il le fait, et il le fera très bien à mon avis à Guingamp, où tu joues pas à l'Atlético Madrid. Après, si tu devais l'avoir contre Griezmann et Costa, ça serait un peu plus inquiétant. Question de Quesada 13, tiens, c'est Fabrice qui va y répondre, mais je vais juste te demander, est-ce que pour toi déjà, il mérite d'être dans la même catégorie qu'Evra et Abdenour? Quel est le plus gros flop mercato entre Evra, Abdenour et Sertic? C'est sûr qu'on pourrait dire qu'il ne fait pas partie de la même catégorie. On n'attendait pas grand-chose de Sertic. Evra, c'est vrai, quand on le recrute... Evra, Abdenour, c'est des titulaires en puissance dans notre esprit. Surtout, moi j'attendais beaucoup. Evra, après, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Il y a l'extra-sportif et l'extra-terrain qui rentrent en jeu aussi. Et ces deux joueurs-là, Evra et Abdenour, bien sûr que ce sont des gros flops. Sertic, ça l'est moins parce que dès le début, on n'attend pas grand-chose. Et je pense que dans la question de tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment une surprise ou est-ce que ça se situe entre le gros flop et le joueur intéressant? En fait, c'est entre les deux. En fait, c'est clairement un gars, un Romao, c'est ce genre de joueur. Moi, ça m'a pas surpris parce que la différence entre le Sertic qu'on descend en début de saison et le Sertic qui fait un match correct, dernièrement contre Nice, c'est juste l'OM, c'est juste l'équipe qui tourne pas pareil. C'est juste que tu mets un joueur dans une équipe, et c'est pour ça que Camara a intégré la défense centrale la dernière fois aussi, parce que l'équipe tourne tellement bien que tu peux te permettre d'avoir quelques joueurs moyens. Mais c'est génial ce que tu dis, parce que c'était la carrière de Grégory Sertic. Il a démarré au final dans le Bordeaux de Laurent Blanc, j'ai envie de dire le Bordeaux du Han Gourcuff, et quand il est rentré, tu avais l'impression d'avoir un technicien. On te disait en plus il est d'origine croate et tout machin, tu te disais au milieu c'est Luka Modric, parce qu'il jouait non mais c'est vrai, il jouait, il y avait Plasil, Gourcuff et compagnie, cette équipe, ça tournait tellement bien, tu mettais n'importe qui, c'était monstrueux. Est-ce qu'on n'a pas tendance aussi à oublier, quand on analyse le Grégory Sertic de cette saison, les quand même 4 mois corrects qu'il fait en défense centrale la première saison, parce qu'il vient, il arrive, il s'impose en tant que titulaire.
Je peux me tromper, mais il me semble qu'il était plutôt correct à ce poste, non, Yvan? C'était pas ton avis? Toi, tu me dis que tu le préfères au milieu, mais moi, ces 4 premiers mois, ils étaient corrects, non? Avec Rolando derrière. Il était correct s'il joue avec une masse physique à côté de lui, parce qu'il est pas très vaillant physiquement. C'est la définition de Rolando, oui. Et voilà, et il a le pied, il a le pied du croate, donc il a un peu de qualité technique pour sortir les balles. Moi, je le préfère au milieu, et c'est au milieu qu'à Bordeaux, il était à mon avis un peu plus efficient. Mais il a cette qualité qu'ont peu de joueurs de jouer 6 et 5. Après, les joueurs qui jouent 2 positions, à part Luis Gustavo, c'est rare qu'ils soient très bons parce qu'en principe, on est très bon à une position et pas sur 2. Quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il paraît que c'est le meilleur joueur de le meilleur tireur de coup franc de l'OM. C'est une belle légende, ses coéquipiers racontent en tout cas. Ça serait intéressant qu'on ait un coup franc contre Guingamp et qu'on lui en laisse tirer un quand même, non? Ouais, Payet, on va pas lui laisser. Je pense pas. Tiens, on voit ces statistiques de la saison. Voilà, ça fait assez peine à voir. 3 matchs pleins seulement. On l'a dit, c'était notamment en début de saison. 7 entrées en jeu, 14 fois sur le banc sans broncher. Et 2 fois en tribune, donc on peut les associer, c'est 14 et 2 fois, et 29 matchs forfaits, c'est-à-dire que l'OM a joué 59 matchs, donc la moitié du temps il était forfait cette saison, Greg Sertic, et 4 fois choix du coach, donc quelques fois envoyé en CFA. Je vais lancer un petit sondage pour conclure cette partie si vous le voulez bien, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur le dossier Sertic, messieurs. Je fais un petit tour de table, non? Il peut être intéressant. Toujours quelque chose à rajouter. Toujours. Vas-y. Non, mais il peut être là, voilà, c'est une question mentale aussi, et je pense que comme mentalement il a coulé en début de saison, là il y a aussi une donnée physique. Quand tu es remplaçant, on sait très bien qu'il faut que tu fasses 2 fois plus de travail physique pour être frais et dispo par rapport à des joueurs qui ont un grand temps de jeu. Là, il a montré contre Nice, ça se trouve, il est bien mieux physiquement qu'en début de saison, ce qui explique pourquoi il a subi une opération entre les deux. Et donc là, peut-être que si physiquement ça suit, il sera plus performant à Guingamp. Très bien, messieurs. Et ça m'inspire une nouvelle question que je vous pose avant de lancer le sondage. Petit tour de table. Seriez-vous déçu s'il était dans l'effectif l'année prochaine, Stéphane Bringuier? Non, parce qu'on a trouvé le parfait 19e homme. Non? Vous êtes tous d'accord sur ce point? Non, moi je serais déçu. Je pense on a eu besoin de ce gars-là pendant les 1 an et demi, et là maintenant il faut passer à autre chose. Il nous faut un remplaçant, un 19e un peu plus relevé que ça. Juste oui ou non, Romain? Seriez-tu déçu s'il était dans l'effectif l'année prochaine? Allez, on va dire oui. Yvan? Déçu non, mais si tu veux passer un palier, c'est pas avec lui. Très bien. Ma question, êtes-vous inquiet de voir Grégory Sertic titulaire demain soir contre Guingamp? Oui ou non? Tout simplement. Vous nous donnez votre réponse, on l'étudiera à la fin de cette émission. Voilà pour le cas Grégory Sertic. On enchaîne tout de suite avec une petite nouvelle du jour. C'est les jeunes qui ont quitté le centre de formation. On va décrypter tout ça dans les minutes qui suivent. Allez, on regarde les décisions qui ont été prises par le board de l'OM ces derniers jours. Il y a eu des signatures, il y a eu des jeunes qui sont partis. On note notamment les passages en pro de Lucas Perrin et de Sacha Marazovic. Tu as été questionné d'ailleurs, Romain, sur ce sujet. Il y a 1 ou 2 talks de cela. Il y a la négociation, tiens, Florian Chabrol qui faisait partie, Romain, de la liste avec Perrin et Marazovic. Pourquoi c'est pas signé encore? C'est une question de contrat, de durée de contrat, visiblement. Bon. D'accord, mais il fait partie en tout cas des choix de Zubizarreta et de Rudy Garcia. Du staff en général, je pense que c'est... Oui. Enfin aussi avec le personnel à la formation. David Le Frappeur, tout ça. Voilà, oui, ils sont nombreux. Donc Romain, toi qui as suivi évidemment la CFA toute la saison, parle-nous des 8 majeurs, parce qu'ils en ont pas gardé. Il y en a beaucoup plus que 8 qui sont partis, mais ça c'est les 8 qu'on connaît entre guillemets, dont on a déjà parlé. Ouais, et qui sont pas reconduits. Donc Gentinage, par exemple, l'attaquant albanais, on l'a quasiment plus vu jouer sur la deuxième partie de saison. Donc on pense que les dés étaient déjà pipés dès le départ, et qu'une décision pour lui était prise il y a déjà quelques mois. Je suis surpris de Hadou, non? Voilà, en fait la plus grande surprise dans cette liste-là, parce qu'on voit que c'est des éléments qui, c'est vrai que dans toutes les catégories où ils ont évolué, c'était pas les éléments qui tiraient l'équipe vers le haut. Comme tu sais que tu vas pas non plus faire passer toute une équipe en pro, forcément à un moment donné sur les générations, il y a des choix qui se font. Nous dit Hadou, le souci de Hadou, c'est qu'il a été recruté l'an dernier. Il était un peu plus âgé que les autres, et il avait été recruté justement pour être un peu l'élément qui encadre, alors sans jouer le rôle de cadre, de taulier. Il a pas 30 ans. Il a quelques matchs de Ligue 2 dans les pattes. Voilà, mais il a quelques matchs de Ligue 2. C'est un joueur... Voilà, c'est ça, et c'est qui avait été lancé en Ligue 2 par David Le Frappeur. Et l'idée, c'était de prendre un élément Ligue 2 national, surtout sur un poste offensif, comprendre un mec qui est capable de te faire gagner 2-3 matchs, ça te permet de gagner des points. Et c'est pour ça qu'il est dans cette liste, Romain? Ça reste le meilleur buteur de l'équipe cette saison, mais c'est vrai que c'est peut-être pas, ils attendaient peut-être un peu plus de lui. C'est vrai que c'est surprenant,
ça semble quand même être un désaveu de cette stratégie-là. On dit souvent, et c'est le mythe, il faut prendre un taulier par ligne ou quoi que ce soit. Là, il y avait cette idée de dire on en prend un seul, mais devant pour faire gagner des matchs. Bon ben là, si tu le conserves pas, ça veut dire quelque part que tu sais pas, pour regarder cette stratégie. On va continuer à décrypter un petit peu pourquoi les choix, tout ça, mais est-ce que vous, les agents de joueurs, quand il y a ces listes de jeunes qui sont pas conservés, vous essayez pourquoi pas d'entrer en contact avec certains d'entre eux pour les placer, même si c'est des joueurs qui ne sont pas conservés? Est-ce que, Yvan, il y a quand même une stratégie derrière tout ça, et vous analysez évidemment ces joueurs-là? Déjà, si on le resitue sur l'aspect agent, ces joueurs-là ont un agent. Ouais. Donc ça veut dire qu'aller les contacter, tu vas venir sur le travail. Ils ont tous déjà un agent. Tu sais, aujourd'hui, à 14-15 ans, les gosses ont un agent, pour ceux qui ont de la qualité, et c'est tous des joueurs qui ont de la qualité, sinon ils seraient plus à l'OM aujourd'hui. Donc déjà, tous ces gens-là ont un agent. Après, quand on n'est pas conservé à 20 ans, c'est un cataclysme, parce que les clubs vendent à tous ces gamins à 12, 13, 14 ans qui vont tous être pros. Ça ferait beaucoup de pros, mais quand tu les écoutes, ils leur disent à tous qu'ils vont être les pros, contrat pro, c'est sûr. Donc c'est un cataclysme pour les gosses, pour les familles. C'est très dur de se relever, de trouver une autre solution, parce que les clubs de Ligue 2, ils veulent des joueurs d'expérience pour monter en Ligue 1. Les clubs de National, ils n'ont pas d'argent, et puis ils préfèrent aussi, pour le même argent, prendre un mec qui a de l'expérience. Donc c'est très compliqué de trouver des solutions. Mais le marché, après, pour des gosses comme ça, c'est d'aller ou en Ligue 2 ou en National. Si tu vas en CFA, ça veut dire que tu es reclassé amateur, c'est fini. Donc il faut être au moins en Ligue 2 ou en National pour que derrière... Ou à l'étranger à l'étranger, ils viennent chercher les jeunes talents. Ouais. Si tu n'as pas passé le cap à l'Olympique de Marseille, ça le fait pas pour l'étranger non plus. Après, il y a des centres de formation où les clubs étrangers viennent piocher plus que notre centre de formation qui sort pas grand-chose depuis des années. Okay. C'est Lyon, c'est Le Havre, c'est Rennes, ou même si tu signes pas pro, parce qu'il y a tellement de jeunes joueurs de qualité, ils peuvent pas signer pro tout le monde non plus, ils viennent quand même chercher des pros sur lesquels, des joueurs sur lesquels ils vont faire quelque chose avec. Mais à Marseille, malheureusement, la qualité des joueurs qui sortent du centre ne fait pas que les clubs se battent sur nos joueurs, quoi. Voilà. Si c'est une très mauvaise nouvelle pour les jeunes joueurs qui sont donc non conservés sur le marché, on va dire, c'est une excellente nouvelle pour le centre de formation. Ça veut dire que le système de l'entonnoir a débuté, qu'enfin on va, je veux dire, pas se débarrasser, mais en tous les cas sélectionner les meilleurs joueurs. Et si ces joueurs-là n'ont pas encore fait d'apparition dans le groupe pro, effectivement, ils n'ont rien à foutre à l'Olympique de Marseille. Pour eux, ils ont intérêt à aller chercher même leur bonheur ailleurs. Et pour l'OM, c'est quand même le symbole que cet entonnoir, en tous les cas, est en place et commence à fonctionner. Et pour aller dans ton sens, Fabrice, est-ce que finalement la bonne nouvelle, c'est pas qu'il y a encore 2 jeunes qui signent pro, voire 3, que chaque année, s'il y a 2 ou 3 jeunes qui sont récompensés par un contrat pro, est-ce que c'est pas aussi ça finalement la bonne nouvelle dans cette nouvelle qui est terrible comme disait Yvan pour les autres, mais moi j'attends de voir sur le côté bonne nouvelle quand même, de vraiment de voir la qualité qu'ont ces joueurs, parce que en même temps j'ai un peu l'impression que pour légitimer le projet, on doit faire signer aussi quelques joueurs pour montrer qu'on en a sorti quelques-uns et qu'on en a encore, et que voilà, je sais pas, honnêtement je connais pas assez leur qualité vraiment pour te dire si ces joueurs-là seront capables un jour de jouer. C'est pas qu'une question de projet, de légitimer le projet, c'est une question historique. Souviens-toi, il y a quelques années, McCourt n'était pas encore là, mais souviens-toi de Antoine Rabillard ou de Alfousseni Sané, on les fait signer pro parce qu'on savait qu'ils allaient devoir jouer avec l'équipe première 15 jours plus tard ou être sur le banc, donc on se dit au cas où on se couvre, tu fais signer un contrat de 2 ans à des éléments qui au final derrière retournent direct à l'anonymat. Comme le dit Stéphane, ce côté effet entonnoir, et c'est là où il faut le voir comme ça, c'est que ça va permettre à des joueurs plus jeunes, là aussi, et l'OM fait jouer vraiment maintenant des joueurs très jeunes et ils essaient de les mettre. Il y a un exemple au milieu, Nassim Ahmed, qui a pas encore 18 ans, et voilà, ça va le permettre de vraiment s'installer. Là, tu fais en sorte de mettre ces éléments-là dans une bonne disposition. Très bien. On a fait le tour, Romain, où tu veux dire un mot d'un joueur, Bolnay par exemple, il y avait beaucoup d'espoir sur ce jeune. On n'a pas d'attaquant au centre de formation. Il me semble que c'est un jeune attaquant. Ça l'a pas fait. C'est pour ça que je te dis, le départ aussi d'Adou annonce peut-être ça. Il y a peut-être d'autres recrutements en attaque. Et on a une question, tiens, sur Swan Bezic, Romain, puisque c'est toi qui as suivi cette année à la National 2 pour nous, donc Swan Bezic n'est-il pas un cas différent, ayant déjà signé à Angers? Après, il y a des possibilités. Je pense que pour Dinage aussi, par exemple, on aura des surprises. Que tu dis, on n'avait pas l'attaquant. Là, on en tenait un. Je te dis pas qu'il était monstrueux, mais non, il aurait pu faire du. Non, mais c'était du Andy Delors, ni plus ni moins. Tu signais pas un attaquant international, mais tu signais quelqu'un qui pouvait, sur une saison mettre des buts. Vu là que tu joues avec plus d'attaquants, comme ça, évidemment. Il a signé à Angers.
Il a signé ou c'est une rumeur? Je pense pas qu'il est signé. Ça n'a pas été officialisé en tout cas. Je pense pas qu'il est signé encore. Après, sur le coup de Sven Bezic, c'est vrai que c'est étonnant. Le gardien de but. C'est un gardien de but. La campagne de Gambardella l'année dernière. Voilà, et c'est vrai que là, l'équipe était en grand danger en National 2 dans la zone de relégation. Il s'est retrouvé à jouer parce que Mandanda s'est blessé, donc Escalès est monté avec les pros, donc il a joué. Et de suite, il y a eu une différence. L'équipe s'est mise à gagner des matchs. Il a arrêté des pénaltys. Enfin voilà, on a vu de suite la différence. Donc effectivement, peut-être, si ça se trouve, l'OM s'est réveillé trop tard sur ce dossier. Très bien, messieurs. On enchaîne avec un petit dossier Mercato. On le fait ces derniers temps. On vous a parlé de Balotelli, on vous a parlé de Cabaye au précédent talk. Et là, au hasard, Sofiane Bouffal. Évidemment, au hasard. Romain, le hasard parfois fait bien les choses puisqu'on a l'agent de Sofiane Bouffal avec nous. Tiens, bonsoir Yvan Lemay. Et Southampton, je vous le maintiens. Oui. On peut pas parler par respect pour les gens. Ça y est, ils sont sauvés là. Ouais, c'est ça. Ils sont gagnés à Swansea. J'ai vu le match. Et là, tu joues qui là au prochain? Tu joues qui au prochain match? Et ça va, ils ont fait Man City. Ils sont déjà champions. Ils vont jouer Benjamin Mendy, il a plus qu'une jambe, ça va. Pour les gens, tu peux pas parler d'avenir tant que la saison n'est pas terminée. Si c'était le cas pour un joueur de l'OM, ce serait pareil si tu jouais le. Bref. On verra si on te cuisine ou pas. Mais on va commencer par est-ce que c'est un bon joueur? Marseille aujourd'hui cherche pas sur les côtés. Moi, je leur ai proposé le meilleur joueur brésilien puisqu'il me semble qu'on a un bon brésilien, qu'on veut développer la filière brésilienne. Peu cher. Et j'ai entendu Moser parler. Qui est ce joueur? Luan. Le joueur de Grêmio Porto, qui était élu meilleur joueur. Luan, Lou. Le Lou, on le prononce où là-bas? Et qui a été élu meilleur joueur depuis les 12 derniers mois en Amérique du Sud, donc qui est quand même un joueur. J'étais étonné que Carlos Moser, qui fait la pub de Flamengo parce que c'est son club, mais n'en parle pas parce que c'est quand même le joueur au-dessus aujourd'hui au Brésil, qui a 22 ans de tête. 22-23, enfin qui est jeune, mais je veux dire qui est pas un minot, un gamin. Vous lui avez proposé ce joueur et on n'a pas eu de bons retours, de bonnes échos. Alors je pensais que, et c'est dans un profil qui peut jouer sur un côté, qui peut jouer derrière l'attaquant, c'est un profil Payet, Thauvin au Campos, je dirais, et ils te disent qu'ils ont beaucoup de monde sur la position au-delà de la qualité du joueur. Est-ce qu'ils te disent pas ça parce que ça les intéresse pas, ce joueur aussi? Ouais, ça c'est mon métier de le discerner. Je pense vraiment qu'ils cherchent pas véritablement sur ces positions-là. Après, s'il y a un départ, oui. Ça va peut-être faire plaisir à Rémi Cabella. Mais aujourd'hui, je pense pas vraiment qu'ils cherchent sur cette position-là, sincèrement. Je pense qu'il y a un chantier derrière, un chantier au milieu, et qu'ils vont se concentrer plus là-dessus. Et l'éternel débat du grand attaquant. Mais bon, je pense pas que sur les là où la donne peut changer, la donne peut changer, c'est qu'à date effectivement le club s'appuie sur, et a raison, sur les performances de Thauvin, de Payet, d'Ocampos aussi, qui a été quand même une révélation cette année, on va le dire, parce qu'on n'en attendait pas à ce niveau-là. Il a dépassé les 15 buts. Mais il faut aussi prendre en compte qu'un mercato c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait se retrouver avec des offres indécentes et difficilement refusables pour certains de nos joueurs, et qu'à partir de là il faille se défaire d'un de ces joueurs là, que ce soit Sanson, que ce soit ceux que j'ai cités. Et à ce moment-là, effectivement, on recommence à jeter un œil vers ceux qui pourraient compléter l'effectif. Il y a ce que tu cherches, toi, par rapport à tes besoins, et après, il y a le mercato de réparation en fonction de ce qui sort de chez toi. Mais si tu regardes bien après, Payet aujourd'hui à 31 ans, même si tu vas en demi-finale de Coupe du Monde, il n'y a pas vraiment de qui va venir l'acheter. C'est Thauvin. Thauvin, n'oublie pas qu'il est passé chez les Anglais. Quand les Anglais l'ont vu, est très mauvais chez eux. Derrière, même s'il fait 16 buts cette saison, il a quand même une inconstance sur les matchs et il est passé chez eux. Ça leur a pas plu du tout. Pas convaincu que les Anglais reviennent. Et après, il te reste Ocampos. C'est surtout pas convaincu que lui, il retourne. Ocampos, il a quand même joué à Genoa, AC Milan, et c'était un grand flop. Donc sur ces trois joueurs, ils ont déjà eu l'étranger, si tu veux. Donc c'est pas pareil que si tu as un jeune joueur qui, Sanson par exemple, je pense pas qu'il ait des offres parce qu'il, pour les grands championnats, il lui manque une grosse qualité, je pense. Mais lui n'est jamais sorti. Donc lui pourrait éventuellement avoir de l'intérêt, susciter de l'intérêt des championnats étrangers. Oui, vas-y, ça me contrarie que si l'OM ne cherche pas sur ce poste-là, parce que de la même manière. Même si on vend pas. Mais surtout si on vend pas, ça me contrarie parce que de la même manière que le milieu de terrain que j'ai réclamé toute l'année, qui pour moi manquait, pour moi ce poste-là, Payet c'est plus un joueur de côté, c'est un joueur qui s'est recentré dans l'axe. C'est pas parce qu'il a pas les qualités offensives pour jouer sur le côté, mais c'est qu'il a plus les qualités défensives pour faire les efforts. Donc Payet, le fait de le recentrer dans l'axe, on a clairement pour moi Ocampos, NG et Thauvin, pour moi il manque quelqu'un. Il manque vraiment un joueur capable de jouer sur les deux côtés. Quelquefois pour remplacer un Thauvin, on l'a vu quand il n'y a pas Thauvin.
c'est compliqué. Et aussi pour pouvoir aligner une attaque, par exemple, si on pouvait aligner un Bouffal, Payet et Thauvin, moi je dis là, on a quand même quelque chose. Et Thiago Campos aussi qui peut, toujours dans l'esprit de Garcia, de cette rotation, c'est pas des titulaires et des remplaçants, pour moi c'est un groupe. Ouais, mais si tu veux faire vraiment ton saut de qualité pour l'équipe, c'est quand même devant d'avoir un mec à 15 ou 20 buts au lieu d'avoir 2 à 8. Ça pour moi c'est un remplacement de Mitroglou. C'est là que tu vas passer à un saut plus que. Moi, j'ai bien on répond à l'autre Romain qui nous pose une question. Et puis tu ajoutes aussi ce que tu voulais dire. Vas-y. Bon, Sofiane Bouffal n'est-il pas un Cabella avec un salaire XXL en plus? Non, parce que Cabella a un salaire XXL. Donc en fait, on peut dire c'est les mêmes profils. Ouais. Si tu veux, c'est un profil plus percutant pour moi pour Bouffal et plus milieu de terrain pour Cabella quand même. Peut-être, même si Cabella avait ce côté un peu percutant quand il jouait 9,5 à Montpellier. C'est peut-être une question de génération. Bouffal, c'est le Cabella qui suit, entre guillemets. Désolé, Yvan. Non, mais dans l'idée, ce que je veux dire, c'est que Cabella, il y a un moment donné où il était quand même en équipe de France, où c'était un joueur qui avait le niveau groupe France, il n'a jamais été titulaire non plus, et Sofiane Bouffal pour moi a le niveau groupe France de la même manière quand ces joueurs ils sont en pleine disposition mentale, ils sont au top physiquement, ils approchent de ce niveau-là. Cabella c'est aussi le cas. Après les profils diffèrent quand on rentre dans le détail, mais grosso modo ils ont le même potentiel. Pourquoi c'est un profil intéressant? C'est parce que premièrement, effectivement, c'est un super footballeur. Je veux dire, on l'a vu quand même lors de son passage en Ligue 1. Mais c'est également qu'il va avoir besoin de se relancer. Là, j'exclus Yvan de la conversation, mais parce qu'il va pas se prononcer. Mais il va avoir besoin de se relancer, quoi qu'il arrive. Southampton, ça se passe très mal pour lui. Il fait pas une bonne saison au niveau des stats. Bon, Yvan va me contredire, mais je sais c'est le cas. Donc, il va avoir besoin de se relancer. Et donc, il y a une possibilité. Cabella est déjà relancé. C'est-à-dire que lui, par contre, un poste de remplaçant la saison prochaine, c'est la disposition. Après, est-ce vraiment un poste de remplaçant? Parce que moi, je suis sur la même longueur d'onde que Babou. Quand on a vu la phase de Ligue Europa, la phase de poule, on voyait bien qu'on ne pouvait pas jouer sans Payet ni Thauvin. C'est-à-dire que cette équipe-là ne tourne pas. Et quand on parle des milieux offensifs de l'OM, on se dit, ouais, il y a Payet. J'ai bien regardé quand tu le disais. Il y a Payet, Thauvin. Bon, il y a Ocampos parce qu'il fait une super saison. Il a mis 16, 17 buts sur l'année, toute compétition confondue. Mais quand on y réfléchit, Ocampos, tu ne peux pas lui passer le ballon. Le jeu ne peut pas passer par lui parce que techniquement, il ne peut pas le faire. Et c'est pas une critique, il faut de tout. Il a d'autres qualités défensives notamment que ces joueurs-là n'ont peut-être un peu moins. Tu peux pas faire du jeu avec 11 Ocampos. Il te faut un Payet et à côté un Ocampos. Par contre, quand tu as un Bouffal et que t'as pas Payet mais que t'as Bouffal sur le terrain, et ben là oui tu peux. Donc du coup il a un profil et en même temps complémentaire et en même temps qui se suffit. Juste une question pour Yvan, plus sur le profil. On remet Yvan à la conversation. Parce que je parle du profil. Pour moi, c'est comme des. Pour moi, je commence ma question en disant, pour moi Cabella c'est plus un joueur d'axe qu'un joueur de côté. Même si on le fait jouer sur le côté quelquefois, je le préfère largement dans l'axe. Est-ce que Bouffal est vraiment un joueur de côté, un joueur capable de prendre, comme Thauvin peut l'être, à la fois de déborder mais à la fois aussi de rentrer? Si tu joues derrière l'attaquant, tu joues à 25 mètres, 30 mètres des buts. Quand tu joues à 3 devant et que tu joues excentré, ou dans un 4-2-3-1 et que tu subis le jeu, comme Southampton le subit, c'est-à-dire que tu joues la moitié, 3/4 de ton match, latéral gauche. Donc il y a 80 mètres des buts. Donc c'est une fois il l'a fait de prendre le ballon et de dribbler 4 joueurs et d'aller marquer au mois de janvier. Très beau but. Mais c'est trop compliqué dans une équipe qui subit de jouer sur un côté. Alors que l'OM dans une équipe qui subit pas, quand tu joues axial, tu te régales. Donc c'est plus facile de jouer axial. Maintenant, dans une équipe comme l'OM qui est censée avoir la possession, censée dominer, etc., tu peux jouer sur un côté sans problème. Oui, c'est avec Antonetti, c'est ça que c'était. Antonetti jouait dans un 4-3-3, il jouait avec Sidibé latéral gauche et lui en excentré gauche, lui 4-3-3 attaquant gauche. Ah ouais. Et ils avaient gagné, ils avaient remonté, ils étaient quoi C'était 80% des buts passés côté gauche, quoi. C'est quoi son prix, Yvan? Il n'y a pas de prix aujourd'hui, ils l'ont acheté 17 millions d'euros de tête à la sortie de Lille. Après, ils vont rester en première ligue, ils vont descendre. Quel va être le futur coach, etc. Donc, aujourd'hui, il y a trop de questions et il y a encore, ils n'ont pas fini leur saison. Voilà. Ok. Ils sont quasi maintenus. Ouais. C'est les frères Ayou qui descendent. On arrête de cuisiner Yvan ou vous avez encore des questions? Il y a peut-être d'autres. Moi, je voulais juste revenir, je veux pas être emmerdant, mais juste vous dire à tous, à la fin de la saison, que Carlos Bacca a mis championnat. Et quand on a mis André Silva, puisque tu avais presque mis un drapeau du Portugal sur le bureau du procès, a mis deux buts à 35 millions. Donc,
Les gens qui font le travail, 35 millions de buts. Et Kalinic. Et Carlos Bacca, qui coûtait 2 millions d'euros en prépayant, a mis 15 buts. Donc, je pense qu'il y a un rapport qui est très important, une relation très importante. Attention, Yvan, parce qu'on a regardé les temps de jeu. Et Kalinic, il a joué. C'est pas moi qui voulais Kalinic. Il a joué 8 minutes. L'Olympique, c'est l'Olympique de Marseille, Kalinic, qui le voulait. Il a mis 5 buts, donc il a montré que c'était pas un attaquant pour les grands champions. Enfin, pour une grande équipe. Et finalement, Mitroglou, c'est mieux. Mitroglou, c'est mieux, il a marqué plus que ça. Balotelli, encore mieux. Mitroglou a 8 buts la saison. Pour l'instant. Sur la deuxième partie de. Ah oui. Toute compétition confondue, il est à plus. Je te rappelle qu'il a marqué contre Bourg-en-Bresse. Attention. Très bien. On verra s'il y a des questions d'ailleurs. C'est toujours intéressant. C'est bien. J'ai les mêmes discussions au bureau. C'est bien d'avoir un avis en septembre, mais c'est bien de le confronter au mois de juin. Bien sûr. Et je dirais même sur 2 ou 3 saisons, quand on parle des joueurs, ah mais moi je t'avais dit, mais ce mois-ci. Non, il n'y a que la durée qui fait qu'on voit ce qu'on raconte, si on raconte des conneries. De toute façon, il est prêté, Bacca. Donc pourquoi pas, hein? Il est pour oui, mais enfin bon, là je vais pas me réembêter cet été s'ils n'ont pas compris qu'ils continuent avec nos 2 grands attaquants, on ira très loin. Il est bien à Villarreal en plus. Ouais, mais enfin Villarreal aujourd'hui, comme vous le voyez, ils sont en train de faire Toko Ekambi, donc aujourd'hui je pense qu'il va repartir à l'AC Milan. À l'AC Milan, ils ont pas gardé Bacca puisqu'il est parti à Villarreal. Ils ont pris André Silva 2 buts, ils ont pris Kalinic 5 buts. Il en avait mis 12 l'année d'avant l'AC Milan. Tu es en train de nous dire qu'il y a un beau jeu de chaise musicale et qu'on va pouvoir en récupérer. Tout ça pour dire qu'il faut être très attentif au niveau des championnats dans lesquels on prend les joueurs. Quand tu prends Portugal, qui est un championnat où il avait mis 16 buts avec Porto. Ben, tu vois que 16 buts à Porto, ça donne 2 buts à Milan. En même temps, ce Milan-là, personne ne marque. En Espagne et en Italie, tu mets des buts en Ligue 1. Donc je pense qu'il vaut mieux aller dans des championnats majeurs comme ceux-là. Yvan, tu nous faisais la démonstration de Bouffal qui jouait à 80 mètres des buts avec Southampton. Vu le jeu déployé par l'AC Milan cette saison, j'ai l'impression qu'on aurait pu y mettre Toko Ekambi, il aurait pas flambé ou. Non, je pense pas. L'AC Milan, ils ont pas fait une grande saison. Enfin, ça reste quand même une équipe avec des internationaux, une équipe de foot. Et je fais jouer l'AC Milan contre l'Olympique de Marseille. On regarde notre consultant Italie, Babou, Fabrice Seleschi. Qu'est-ce que tu as à dire toi sur ça? Même s'ils ont eu du mal à chaque fois contre la Juve, ça reste une équipe quand même qui est en construction. On le voit dans leur jeu, ils ont des très bons joueurs, mais effectivement on sent que devant ça n'a pas encore bien pris. Ils ont des joueurs plutôt sur les côtés qui se sont révélés comme Suso, comme le Turc, je me souviens plus, j'arrive pas à prononcer son nom, voilà. Mais c'est vrai que devant pour l'instant ça reste un vrai point noir pour eux. Ils n'ont pas trouvé encore on clôture le sujet Bouffal. Peut-être un petit sondage, on verra à la fin de l'émission. Sofiane Bouffal à l'OM la saison prochaine, une bonne idée ou pas? Ouais. Tu le fais bien. Je le fais bien. Allez, on passe tout de suite à l'avant-match. EAG OM. Allez, l'avant-match évidemment de cette 37e journée de Ligue 1. On touche le but évidemment. On est dans ce sprint final. Il n'y a plus que 2 matchs de Ligue 1 et c'est fini. Et non, parce qu'il y a l'Europa League aussi dans cette histoire. On le sait tous évidemment. Mais je me tourne vers notre spécialiste de la Ligue 1. De tout en fait, Fabrice, qui va nous expliquer les craintes à avoir par rapport à cette terrible formation Guingampès qui, je le dis en rigolant, mais qui est quand même dans une forme ascendante sur cette fin de saison. Ouais, c'est vrai. Et le joueur que je préférais, moi, dans cette équipe-là, c'est Marcus Coco. Il est même pas titulaire. C'est un joueur que j'avais trouvé assez intéressant, mais comme beaucoup dans cette équipe-là, ils ont un peu sombré. Ce qui est intéressant, c'est que les 6 joueurs les plus offensifs, à partir du milieu de terrain, ils ont joué les 3 derniers matchs. C'est exactement la même compo de Camboire. Donc on aura quasiment ça à coup sûr face à nous. Bah, c'est une équipe, il faut faire attention, mais on est encore là, on l'avait dit déjà depuis quelques matchs, à part Nice, on avait vraiment des équipes comme Angers à notre portée, et c'est plus un match de l'OM contre l'OM que vraiment l'équipe adverse. Si l'OM arrive à jouer son football, ça devrait passer, mais comme contre Angers, il ne faudra pas reculer, il ne faudra pas, après le premier but, essayer de conserver ce 1-0, il faudra être fidèle à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire avoir le ballon. Ça vous a pas échappé qu'ils ont quand même ils ont mené 2-0 au Parc des Princes une grande partie du temps, qu'ils ont fait une très bonne deuxième partie de saison, qui se sont bien refait la cerise alors que on savait pas trop où ça allait. Et la riche grenier quand même. Voilà, je trouve que c'est un coup très intéressant, c'est que là dans le dispositif Guingampais, ils jouent vraiment, ils font tout pour lui, ils le font jouer sur ses qualités. Voilà, c'est pas vraiment un 10, c'est pas vraiment un 6, donc voilà, ce rôle un peu là, c'est la charnière magique de Ligue 1, chaque année on le
répète, mais c'est la charnière magique. Donc attention parce que avec leur stade, avec leur maillot, avec leurs supporters, avec leur Jimmy Briand qui est toujours qui a mis plus de buts que Mitroglou, lui. On en a pas parlé dans notre analyse des attaquants. Je me rends compte que Jimmy Briand il a mis plus de buts que Mitroglou. Bien sûr. En championnat, Est-ce qu'on peut avoir le nombre de buts de non mais attention, mais c'est facile de le dire. Jimmy Briand, il joue 800 matchs, 90 minutes face à Mitroglou. Attendez, c'est pas pareil. Après, il a le mérite de pas se blesser, contrairement à Mitroglou. Est-ce qu'il en a pas mis plus que Baka? Attention. On va voir, mais je crois qu'il en est à 13 ou 14 buts. Attention parce que Guingamp, il fait la saison de sa vie. Il fait une super saison, bien sûr. C'est jamais un garçon qui marque des buts là. Je veux pas vous déterrer des choses un peu déplaisantes, mais je vous rappelle que Guingamp. On parle pas de déterrer avant une finale de Coupe d'Europe Romain. D'accord, j'ai vu. Non mais Guingamp, justement, quand on joue la finale contre Valence, juste derrière, on reçoit Guingamp au Vélodrome, on prend un malin plaisir à les battre, et eux, ça les fait descendre en Ligue 2, et on a l'entraîneur de l'époque qui s'appelle José Nico qui dit: je suis bien content de battre Guingamp comme ça, voilà, le club de Noël Le Graët qui nous a pas aidé à l'époque d'OMVA. Sauf que là, Guingamp, ils vont peut-être se faire un malin plaisir sous couvert de déclarations machin, une fois sur le terrain, de se dire voilà, on met l'OM en situation délicate. Peut-être, je sais pas, attention. Grenier ex-lyonnais, oui, te font pas du bien tous ces gens-là. Oui, parce que quand ils jouent par contre les Vercoutre et compagnie, selon qui ça arrange. Ils ont battu Monaco aussi il y a 2 semaines ou 3 semaines. Voilà. Question de Zako, #LiveTalk. Zako qui fait d'ailleurs beaucoup d'apparitions dans nos talks. On le salue, on le remercie. Qui entre l'OM, Monaco et Lyon a le match le plus compliqué ce week-end? On va regarder, évidemment, quelle transition. Twitter, voilà. Vous êtes là aussi pour ça, pour m'aider à faire d'excellentes transitions. Évidemment que ce n'est pas votre rôle principal et cette question est très bonne. Monaco, tu disais Stéphane? Oui, Monaco évidemment, c'est Romain qui le disait, mais je suis d'accord avec lui. Pareil. C'est le Phocéen. La réception de Saint-Etienne s'avère délicate. Après, c'est cette journée-là qui déterminera le reste. Le problème, c'est que la dernière journée, en fonction des résultats de demain et de samedi, en tous les cas, l'OM connaîtra demain soir en mettant la pression sur ses adversaires, parce que malgré tout, Monaco jouera, si l'OM gagne, avec une pression supplémentaire non négligeable. Saint-Etienne joue encore quelque chose, ça va faire un gros match à Louis II, et Monaco n'est pas dans la meilleure forme. Strasbourg, ils jouent pas leur survie quand même, messieurs. Oui, bien sûr qu'ils jouent leur survie. Et après, ils jouent sans leur charnière. Le problème, c'est qu'ils jouent leur survie, mais avec des joueurs de Strasbourg. Voilà, donc à un moment donné, ça sera toujours moins dangereux que cette équipe-là de On a eu du mal à Strasbourg. Qui joue l'Europe. Ouais, mais franchement, Paris a perdu à Strasbourg. Tout le monde a du mal. Regarde leur état de forme du moment à Strasbourg, ça incite moins à l'optimisme. Mais après, je me dis, Romain, on peut peut-être lancer un appel. Là, il y a les supporters qui vont chercher leur place pour le match de Lyon. Et malheureusement, voilà, pas tout le monde est servi. Je me dis qu'il y en a qui ont peut-être besoin d'avoir un match à sensation forte et d'aider l'Olympique de Marseille. Si vous voulez aider l'OM, est-ce qu'on n'irait pas, en cas de victoire, bien évidemment, au Roudourou de l'OM vendredi, est-ce qu'on n'irait pas samedi tous à Louis II pour encourager Saint-Etienne? Qu'est-ce que ça serait drôle? Encourager Rémi Cabella à mettre une ambiance de feu pour déstabiliser nos amis monégasques. Voilà, on pourrait l'envisager, pourquoi pas. Je n'ai jamais vu, mais ça serait très drôle. C'est peut-être la journée qui sera le tournant du championnat. Parce qu'on a dit jusqu'à la dernière journée, ça se jouera. Et il y a de grandes chances pour moi que ça se joue dans cette journée-là. Ils sont tous des matchs compliqués. Alors peut-être je suis d'accord avec vous sur Monaco, mais Lyon, ça va pas être simple à Strasbourg aussi. Et on l'a dit avec... Je pense que c'est toi qui as le match le plus compliqué. Et je pense que nous... Alors, Toulouse, on a pas aucun état là-bas, c'est faible. Et Saint-Etienne a perdu le week-end dernier à la maison. Et nous... Alors attention, Lyon est privé de sa défense centrale. Oui, mais je rappelle que Lyon, Anthony Lopez. Par rapport à nous, ils ont besoin d'un nul vu leur goal average. Donc c'est pas pareil. Par contre... effectivement, on a un match compliqué et en plus parce qu'on vient de passer Nice. Pour moi, à Nice, je le sentais très moyen et le fait qu'on l'ait passé sans encombre et qu'on soit sorti comme ça, j'ai l'impression que tout le monde se dit que Guingamp ça va être facile et j'espère qu'encore une fois ça va, au niveau mental, les joueurs vont pas lâcher. Ultime point, c'est le Lyon-Nice de la dernière journée. Nice jouera quoi qu'il arrive son destin européen dans ce match. Parce que de toute façon, à moins que Nice ne batte pas Caen. Mais bon, on imagine mal ce scénario possible à domicile contre Caen. Les Niçois, ils devraient faire le job. Ça veut dire qu'ils vont mettre la pression sur Saint-Etienne parce que la 6e place, les Herbiers... Tu veux qu'on lance un appel à ceux qui veulent rester à Lyon et découvrir le groupe AVA Stadium? Pourquoi pas, mais voilà, le Lyon-Nice, il n'est pas joué non plus de la dernière journée. On verra en tout cas où on sera samedi soir après le multiplex de Ligue 1. Mais on n'a pas parlé de la compo de l'OM. C'est normal parce que le coach, c'est nous. Messieurs, le coach c'est vous, le coach c'est nous. Ensemble, nous allons faire la composition d'équipe de l'OM pour ce match 5 jours avant
Quel match déjà ? On ne sait pas. Autre match. Olympique de Marseille, Atlético Madrid, finale de Coupe d'Europe. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On rappelle évidemment les absents, Rolando Mitroglou sur blessure et Rami Gustavo suspendu. Voilà, donc ça vous fait quand même vos 3 défenseurs centraux possibles qui ne sont pas là. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Qui on met déjà dans les cages ? Steve Mandanda évidemment. Steve Mandanda. Est-ce que vous voulez une défense à 5 pour préparer le match de l'Atlético ? Non. Préparer quoi ? On va se tirer une balle dans le pied de se mettre 3 défenseurs pour Jimmy Briand tout seul. Tu prépares en fonction de l'adversaire, voilà, de l'opposition. Là, Guingamp, il joue à l'attaquant. Non. Donc, allez, défense à 4. Ouais. Tiens, Fabrice, puisque t'es chaud, tu vas me donner ta défense, tout simplement. Donc, d'après moi, Sertic jouera. L'inconnu, ça va être. Non, ce que toi tu feras. Ce que toi tu ferais. Attention. Moi je ferai. Et je mettrai encore Bounassar et Amavi sur les côtés. Et pour l'accompagner, honnêtement, j'ai de gros doutes. Je comprends pas pourquoi on a mis de côté. Enfin, je sais pas que je comprends pas, mais il y a quoi ? Quel est le mystère Abdenour ? Voilà, parce qu'on a quand même un joueur qui était en alternance avec Rolando, qui ne joue plus. Camara passe devant, Sertic passe devant maintenant. Est-ce que vraiment il y a un problème avec ce joueur ? Parce que sinon, au départ, c'est un joueur qui est capable de jouer en défense centrale avec Sertic normalement. C'est Abdenour ? Ouais, à moins qu'il y ait un gros problème avec lui, je sais pas. Il y a Camara aussi qui est dispo. On l'a vu, il a fait jouer Camara la dernière fois quand il y avait. Allez, Abdenour. Quand il y avait, comment il s'appelle ? Rami avec lui. À 4, il n'avait pas joué avec Rami. Si, il a fait un match à 4. Le dernier entraînement, c'était Sertic et Fofana, me semble-t-il. Et moi, c'est la défense qui me paraît la plus logique de jouer à 4. Et Fofana Camara, pardon. D'accord. Autant pour moi. C'est pas grave. Et ça me paraît la défense la plus légitime parce que c'est les 2 garçons qui sont en forme. C'est ce que tu fais aussi. Sertic a l'expérience, donc il peut jouer avec Camara, effectivement. Il joue à 4, sauf si vraiment tu as prévu de jouer à 5 avec finale, ça ou Sakai à droite pour toi, Yvan ? Qu'est-ce que tu ferais ? Avec Sakai pour préserver. Petit Sakai pour Yvan. Romain, ta défense ? Sarr Amavi sur les côtés et Sertic Camara dans l'axe. Aussi, voilà, vu la dynamique actuelle, vu les choix pour le banc, tout ça. Non, et toi, Stéphane, ta défense ? Moi, je tenterais même presque un Sakai Camara dans l'axe. Avec Sakai. Camara ? Sakai défenseur droit. Et Camara, mais c'est tout à fait expérimental et ce sera pas évidemment pas la défense centrale qui sera alignée. C'était juste pour faire une vanne. C'est juste pour faire une vanne, voilà, c'est juste parce que j'ai mal à beaucoup de centres devant. À la majorité, messieurs, ça donne Sarr à droite, Amavi à gauche, Sertic et Camara dans l'axe de votre défense. Voilà pour votre défense, messieurs. Question rituelle, est-ce que vous mettez Luis Gustavo ? Non, parce qu'il est suspendu. Évidemment, c'était un piège. Votre milieu de terrain, votre duo Zambo. Stéphane. Non, Stéphane, tu t'appelles Stéphane ? Zambo évidemment, parce qu'il va falloir vraiment. Zambo évidemment. Ouais, évidemment. Et Lopez. Zambo Lopez pour Stéphane. Yvan, tu seras en dernier, Fabrice, puisque tu as voulu parler avant, Stéphane. Zambo s'impose aussi pour protéger la défense, j'imagine. Après, tu as le quoi ? C'est quoi ? C'est Lopez ou Sanson ? Oui. Le réel choix ? Oui. Lopez. Zambo Lopez. Romain ? Ouais, je pense que Zambo avec son dernier match, tu peux pas l'enlever de l'équipe. Il a été très très bon. Donc ouais, Zambo Lopez, parce que je pense que là ton homme fort sur ce truc-là, c'est Zambo, vu son match, et que son meilleur complément c'est Lopez. Je trouve qu'avec Sanson ça marche moins bien. Bon, Zambo Lopez, Babou ? Non, moi je mets Sanson à chaque fois, mais il met jamais Garcia. Donc moi je mettrais quand même Sanson sur ce match. Mais c'est ce que je demande depuis le début. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, mais pas à la place de Lopez. Mais tu vas mettre plus haut. D'accord. Toi, tu aurais mis quoi ? J'aurais mis Sanson, mais avec qui ? Avec Zambo. Zambo Sanson. Bon, ça sera Zambo Lopez. Mais t'as le droit de réutiliser Sanson. C'est ça la magie du coach chez nous. Votre avant-centre, messieurs, on va commencer par là. Lui, il veut faire jouer Sanson. Yvan, NJ ou Germain pour le poste d'avant-centre ? Ou Ocampos, pourquoi pas, pour un test éventuel. NJ ou Germain ? Ou Ocampos. Je ferai attaquer NJ, frais. NJ. Romain ? Moi, je fais jouer Germain les 90 minutes. Ok, pourquoi les 90 minutes ? Mitroglou sera prêt pour la finale, il sera testé pour 3 semaines. C'est pour ça, j'attends le retour. Pourquoi 90 minutes ? Non, mais parce que si t'as Germain disponible pour la finale. Je t'ai dit, moi, je nous vois jouer à 5 à la finale, et je pense que voilà, on aura une attaque composée sans véritable avant-centre d'Ocampos, Thauvin et Payet. Donc du coup, je me dis que Germain, il faut le faire jouer là. Babou, Fabrice, ton avant-centre ? L'avant-centre, je mettrais Germain, parce que vu qu'on a quelques absents, je pense qu'il a besoin quand même d'une ossature de titulaire, d'habitude. Germain, Valère Germain en pointe.
Question, messieurs. Ensuite, votre trio. Attention, est-ce que vous faites souffler les Payet, les Ocampos, les Thauvin? Quel est votre trio? Il y a du choix là. Vous avez Sanson, vous avez NJ, vous avez beaucoup de choix. Fabrice, je te vois sourire. Je vais commencer avec toi, tiens. Je croyais que t'allais me mettre en dernier. Non, pas cette fois. T'as été sage. Moi, je mets les trois là. Je mets les trois. Je pense que moi, ce match, je le trouve encore très important. C'est donc, quoi les trois? C'est Ocampos, c'est Payet dans l'axe. Parce que Payet, pour moi, il peut jouer que dans l'axe là maintenant. Donc tu mets pas Sanson alors? Non, parce que Sanson, il peut plus jouer quand il y a Payet. C'est ou derrière ou il joue plus. Donc Thauvin, Payet, Ocampos de l'autre côté. Ouais. Yvan. Ocampos pour protéger à ma vie. NJ à droite pour faire souffler Thauvin. Ok. Et Sanson pour attaquer Payet. le match. Et si ça va vraiment pas faire entrer Payet, mais les garder pour la finale, parce que déjà que ton équipe est beaucoup plus Le faible choix est qu'Atlético clair. Madrid, au moins qu'on arrive frais, quoi. Tiens, Stéphane. Je fais exactement la même, donc je vais pas en rajouter. C'est NJ, Sanson, Ocampos. Je repose Payet et Thauvin, ouais. Ok. Pour les faire Romain. rentrer en cours de match. Hein. On peut pas jouer avec sans Payet et Thauvin, donc moi je pense que ce sera plutôt l'inverse, c'est-à-dire ça va démarrer Thauvin, Payet, Ocampos, et que par contre dès l'heure de jeu ça tournera et que Sanson aura une belle carte à jouer. Très bien, donc on a 4 Ocampos et 2 pour chacun des autres. Donc Ocampos titulaire absolu de votre attaque. Mais puis, comme d'habitude, c'est moi qui vais trancher quand il y a une égalité. Je vais faire un mix, voilà, je veux fâcher personne. Donc je vais mettre Payet, qui est pour moi insortable de l'équipe. Et je vais y associer Clinton, NJ sur le côté droit. Surtout qu'on peut dire que Payet, il est dans le poste, Voilà. on va dire, qui se fatigue le moins. Oui, c'est là pour le coup, voilà, Thauvin pour NG, vu l'état de forme de Thauvin et vu voilà l'état de forme de NG, c'est vrai que c'est le plus cohérent. Voilà, j'ai satisfait tout le monde, j'ai l'impression. Ouais, oui, c'est vraiment très bien. Cet arbitrage, C'est vraiment exceptionnel. magnifique. Regardez donc votre compo. Le coach, c'est nous, messieurs. Tiens, est-ce qu'il y a moyen de faire une capture d'écran et de l'envoyer sur les réseaux sociaux et de faire voter les gens? je lance des trucs. Ouais, j'ai envie de sondage. Êtes-vous satisfait de par la consultation ce soir. composition du coach, c'est nous? Êtes-vous satisfait par la composition du coach, c'est nous, avec donc cette compo pour le match de Guingamp? On va s'en défoncer, hein, parce Non, que mais ne faisons-nous pas mettre défoncer, Thauvin, Stéphane, c'est ça qui ne est pas bon. mettre Thauvin, c'est clair que. Faisons-nous défoncer. Allez, on passe tout de suite aux questions-réponses. Il y aura beaucoup de résultats à la fin de cette émission, mais on a une équipe de choc, évidemment, de l'autre côté de l'écran, avec Nicolas Chabert et Camille Dorès qui font le taf, on le sait. On passe tout de suite aux questions-réponses. Les questions, les réponses, c'est tout de suite. Allez, on perd pas de temps, on a une bonne dizaine de minutes, on attaque tout de suite avec une première question. La voici, la voilà. J'adore quand tu fais ça. Ouais. C'est toujours ce truc, la voici, la voilà, pour gagner du temps. On connaît tes techniques. Mais j'ai Romain. des consignes. On me dit, Allez, la On première balance question. toujours, Tommy, évidemment. Comment jugez-vous la performance du staff médical de l'OM vu le nombre de blessés et l'état physique des joueurs? Et le nombre de matchs disputés, c'est pas rentré dans la ligne de question, parce que sinon ça fait un peu orienté, je trouve. Vas-y, réponds. Je sais pas comment l'orienter. Tu crois qu'elle est orientée comment là? Bah, négativement, Négativement? je trouve, C'est même sûr. même sûr. Bah, l'état physique des joueurs, moi je le trouve très bon. On finit mieux nos matchs que certaines équipes contre qui on joue en championnat qui ont fait la moitié. Oui, c'est vrai que parler de ça alors qu'on a vu le match de Nice où tu finis, c'est quand même un peu fou parce que Nice, eux, quand ils ont eu un match mal embarqué contre le Lokomotiv en 16e d'Europa League, ils ont dit on va pas jouer parce que comme ça, un match par semaine, on sera frais en championnat. Vous connaissez cette théorie. Bon, au final, on les a vus plus fatigués et ils jouent qu'une fois par semaine. Non, moi je trouve que c'est une excellente performance du staff par rapport au nombre de matchs joués, par rapport au nombre. Alors les blessures qui sont arrivées. Alors vous êtes elles sont d'accord pas sur l'état surprenantes. physique en tout cas du groupe, Ouais. mais est-ce que les blessés, il n'y a pas quand même... Il y a beaucoup de blessés et il y a de la fatigue. La fatigue elle est compensée aujourd'hui parce que tu es dans l'énergie, dans C'est la ça. folie de ce qui t'arrive à la fin de la saison. Après le nombre de blessés, c'est pas lié je pense spécialement au staff médical, c'est qu'il n'y a pas assez de joueurs en quantité pour jouer toutes ces compétitions-là, ou en tout cas pas de joueurs assez utilisés dans la quantité qu'on a. Et je pense que c'est le principal problème, après, mais pas il y la a qualité aussi- du staff. Vous êtes tous d'accord? Après, il y a aussi les joueurs. Hein. Après, il y a des blessures, voilà, Voilà. comme le dit Stéphane, qui sont dues aux joueurs. Quand je vois les blessures de Mitroglou, Voilà. j'ai pas envie d'inculper le staff de l'OM. Quand je vois Boubacar Kamara avec des crampes à la fin du match de Nice, j'ai pas envie de dire que c'est la faute du staff de l'OM. Non, parce qu'ils reviennent blessure. D'ailleurs, tout vous ça. aviez dit ça aussi sur Mandanda, il me semble. Et le nombre de blessures. Et Saka, il se blesse, c'est une blessure, on peut pas l'imputer au staff médical, c'est une blessure, il se tord quelque chose. Oui, le genou en Voilà. général, c'est rarement le staff médical. Ok, messieurs, vous avez été clairs, vous êtes plutôt tous Moi, je d'accord. le juge plutôt bien. Donc, on enchaîne avec une nouvelle question. Au Fada, sur le forum, après cette saison le plus dur à venir pour le Champions Project, confirmé? Ouais, on pouvait dire ça par exemple de Thauvin l'an dernier qui a fait une super saison.
Et on pouvait se dire, ça va être dur de confirmer. Au final, il fait mieux. Donc, confirmer quoi ? Parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on a gagné. Oui, aussi, voilà. hein. Non, mais bien sûr. Mais l'idée de faire mieux, je pense qu'on en aura aussi. Enfin, je veux dire, c'est toujours pareil. Je pense que ça sera la direction de donner le ton avec le mercato. Si tu envoies des signaux intéressants. De l'argent, oui, ou des bonnes idées. C'est-à-dire que de l'argent, t'en as pas forcément besoin. Les bonnes idées sur les joueurs jusqu'à maintenant, visiblement, on n'en a pas trop eu. Donc il faut peut-être un peu plus d'argent. Luis Gustavo, tu peux pas dire que c'est une mauvaise idée. Adil Rami, c'est une excellente idée. Moi, bonne idée, ça veut dire un joueur que tu prends 1 million, 2 millions, qui te fait un super travail. Oui, mais tu me parles de Amavi, machin, c'est des joueurs à 10 millions. C'est des joueurs à 10 millions. On avait quand même 10 millions d'euros sur un joueur, heureusement qu'il peut jouer à l'OM, un joueur à 10 millions. C'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de fois où on a acheté des joueurs à 10 millions et qui n'ont jamais été bons. Donc, non, c'est pas si évident que ça. Il faut trouver, peu importe moi, ce que je veux, c'est que peu importe le mec, si on le paye 50, si on le paye 20, s'il a 20 ans, s'il a 30 ans. 50, il sera pas là. Oui. Mais voilà, c'est une ordre d'idée. Ce qui compte, c'est que tu sois bon. C'est comme, on l'a tous vécu cette scène. Vous êtes à l'école, vous avez 15, et puis il y a un mec qui vient te voir et qui te dit, ouais, moi j'ai eu 14, mais j'ai pas révisé. Et tu as envie de lui dire, ce qui compte, c'est pas celui qui a révisé, qui a pas révisé. Ce qui compte, c'est la note. C'est la meilleure note qui compte. Là, c'est pareil. De la saison. Et puis, de toute façon, ça s'appelle quoi confirmer ? C'est lutter avec Lyon et Monaco la saison prochaine. Il y a un Big Four qui se détache. Et ça on peut s'en féliciter. En France, il y a un top 4 qui se détache. Chaque année, maintenant. On avait compris Big Four. Hein. Oui, mais je sais bien, parce que je voulais pas être trop anglicisé et prendre un gros 4. C'est anglais aussi. Un gros 4. Mais en tous les cas, oui, confirmé, ce sera de toute façon être à la lutte avec Lyon et Monaco la saison prochaine. Pourquoi pas Paris et jouer en Champions. C'est jouer la Champions, ne pas avoir honte en Champions League. Si tu y es. Bien sûr. Pour moi, Lyon, ils ont fait des bons achats. Mariano, Bertrand Traoré, c'est de bons achats. Pour moi, je me suis fait engueuler quand j'ai dit ça il y a quelques semaines ou quelques mois chez vous. Excusez-moi. Toi, tu nous as sorti Marcelo, c'est meilleur qu'Adil Rami. Voilà, c'est sur ça que tu t'es fait engueuler. Moi, j'ai sorti sur la valeur globale. Il y avait le curseur et toi, tu y allais à fond. Non, j'ai sorti sur la valeur globale de l'effectif. Pour moi, Romain. Ouais, mais c'est un effectif qui a été éliminé par le CSK. Il vaut mieux Depay, Traoré et comment il s'appelle l'autre Mariano ou ce que tu as fait toi devant. J'ai les gars, on va juste ouvrir les yeux. Il n'y a pas l'histoire d'être supporter. C'est l'histoire d'être mathématique. Ouais, je savais pas encore sorti l'argument de Lyon ce soir. Aujourd'hui, tu t'aperçois quand même qu'il n'y a pas un trio en Europe qui a plus de 15 buts. C'est pas moi qui le dis, ce sont les journalistes. Vous êtes des journalistes. Et si on avait un trio à 15 buts, chez nous, et un trio qui n'a pas coûté une fortune, parce qu'en gros, c'était 10, 8 et 16. Et si tu regardes l'argent que tu as mis, tu pouvais le faire aussi. Donc j'en reviens que c'est pas des bonnes idées qu'on a eues. Sinon, tu aurais eu les idées des autres et tu aurais fait mieux. Voilà ce que je pense. Pour moi, c'est justement ça. C'était que toute la question tout à l'heure, le dernier mot, moi, c'est celui-là qui me convient pas, c'est confirmer. C'est-à-dire que le problème de l'année prochaine, ça va être de choisir. On arrive à un tournant maintenant où beaucoup de choses ont été créées. L'équipe a été montée comme ça avec des joueurs de 30 ans et 100 joueurs un peu bankable ou quoi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour l'année prochaine ? Est-ce qu'on va continuer sur des joueurs confirmés ? Est-ce qu'on va essayer de faire quelques coups pour pouvoir ensuite tirer des reventes ? Et est-ce qu'on va pouvoir prendre des joueurs qui vont se fondre dans le style qui a été mis en place cette année, parce que le style il y est, ça y est, cette année on a une entité, voilà. Donc c'est ça la difficulté, ça va être compliqué parce que le recrutement il est différent de celui de l'année dernière. Tiens, garde la part, oui. Juste un détail parce que c'est important, c'est que quand on dit au niveau de la valorisation de l'effectif, il faut savoir d'où on vient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand McCourt rachète, l'effectif il vaut peanuts, je veux dire il vaut plus rien. En capital joueur, on est à 0. À la fin de cette saison, et c'est là en quoi elle est selon moi réussie, c'est que tu as quand même aujourd'hui un capital joueur, que ce soit Bounassar, quelle est sa valeur aujourd'hui sur le marché anglais, elle peut être très importante. C'est pas eux qui l'ont acheté, Bounassar. Non, je sais bien, mais en tout cas, la brune. Non, mais c'est Garcia qui l'a développé. D'accord, mais enfin, aujourd'hui, il faut pas raisonner, Steph, sur les 3 ans passés. Il faut raisonner sur le dernier mercato. Dernier mercato, qu'est-ce que t'as acheté ? Qu'est-ce qu'ils ont acheté les autres ? Aujourd'hui, quand on prend c'est une façon de voir la chose. Aujourd'hui, moi, je trouve que la valorisation de ton effectif. Tu payes 8 millions Germain. Combien ça vaut Germain sur le marché aujourd'hui après 8 millions ? Pas plus. Et combien ça vaut Mitroglou aujourd'hui sur les 15 millions ? Ça vaut 5. Ça vaut pas grand-chose. Ça, c'est les de casting, on va dire. Qui va te le demander en prêt. Donc là, tu n'as pas fait ta valorisation, ce que je dis. Et pour rejoindre sur la politique, ça va continuer sur des joueurs d'utilisation, des joueurs expérimentés, c'est ce que veut Rudy, tout le monde le sait, et le club va pas contre ça. Mais ça te permet d'avoir des résultats, parce que si tu n'avais pas des joueurs d'utilisation, tu serais pas en finale d'Europa League. C'est parce que tu as ces vieux grognards-là que tu es en finale d'Europa League. Et tout le monde est content de ça. Donc je pense pas que ça va changer. Après, c'est de pas te tromper sur les mecs que tu vas prendre de 30 ans, pas te tromper l'année prochaine,
Parce que sinon, tu es mort. Je pense que cette saison, enfin ce mercato-là particulièrement, il y aura quand même un désir de la part du club, mais je peux me tromper, c'est simplement une sensibilité, une sensation. C'est que justement, ils ont réussi à avoir des cadres. Aujourd'hui, il y a quand même une structure qui se dessine dans cette équipe qui est solide, et que justement, ils vont peut-être tenter des coups. On n'était pas en capacité de tenter des coups la saison dernière, comme tu dis, ils se sont orientés vers des valeurs sûres. Je pense que cet été, et ce qu'on va attendre, ce que le public marseillais va attendre, c'est justement cette faculté à aller chercher le bon coup, que ce soit en Espagne, en Italie, qu'on entende parler enfin de Zubizarreta, pourquoi pas, et même de Garcia de ce côté-là. Il faut avancer, messieurs, il y a encore des questions, on va en faire 2 encore si vous le voulez bien. D'ailleurs, tu es assis à la place de Jacques-Henri Hérault, c'est peut-être pour ça que tu as des sensations. C'est aussi la place de René Malville. Voilà. Il t'a peut-être laissé un petit mot, Jacques-Henri Hérault, sur le siège. Question de Sam. 1899, quelle belle date. Quelle doublure pour Mandanda en 2018-2019? Prolonger Pelé, recruter ou promouvoir un jeune? Ça sera pas Swan Bezic déjà. Quelle doublure pour Mandanda? Pelé, c'est bien. Pelé, c'est bien? Ouais. Pelé, c'est bien? C'est Pelé ou recruter presque un numéro 1. Je veux dire, on va pas recruter. C'est la question de notre ami. Donc Pelé, c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est la dernière saison alors. Mais ce serait la dernière saison. Le problème, c'est qu'on dit c'est pas mal. Ou les derniers mois. Parce que oui, enfin c'est sûr, on peut jouer jusqu'à 40 ans, on s'en fout, il peut jouer jusqu'à 60 ans, ouais, pourquoi pas. Il démérite pas. Mais... C'est justement le cas pour Mandanda, c'est-à-dire que quand on dit ça, Mandanda, vous le voyez jouer encore combien de temps? Si Mandanda est là encore pour 2 ou 3 ans, ce jeune joueur, il faudra le promouvoir peut-être un peu plus tard. Tu peux pas prendre un jeune maintenant en disant Mandanda fait encore 3 ans derrière. Le jeune, tu le grilles. Moi, je suis pas un fan de Pelé, je l'ai dit plusieurs fois, mais sur la fin de saison qu'il fait, c'est compliqué de le lever. Et puis après, c'est surtout sur le 3e qu'il faudra avoir un jeune espoir très fort que tu vas préparer pour que le jour où Mandanda n'est plus là, le jeune espoir passe devant et Pelé passe devant Pelé. Voilà. Ok, voilà, on va encore faire compliqué, une question. Faut vraiment le tenir ce poste de gardien, puis c'est compliqué. Enfin, je sais que ça se programme. C'est pas une priorité, c'est peut-être ça aussi. Non, mais c'est très compliqué. C'est qu'il faut le programmer. Tu le fais pas en un mois et tu cherches pas le grand attaquant au mois d'août, quoi. C'est tout. Le survêt de Jen sur le forum. Quels sont les points faibles de l'Atlético Madrid? Fabrice, toi qui aimes bien décortiquer les adversaires de l'OM. Les points faibles de l'Atlético. Les points faibles, moi je pense qu'il y a un petit peu il va falloir passer par les côtés parce que dans l'axe central, on est d'accord que c'est quand même très compact. Payet va avoir beaucoup de mal à exister. Il va falloir qu'il soit très intelligent pour jouer entre les lignes et pour réussir à se démarquer un petit peu là-dedans. C'est 2 lignes de 4, c'est ça? 2 lignes de 4 avec les deux qui font déjà un bon petit pressing, Griezmann et Diego Costa. Dès le début, ils vont nous mettre la pression. Il faut le savoir qu'on a l'impression d'une équipe qui va attendre, mais ces deux-là vont mettre la pression sur la relance marseillaise. Donc déjà, il va falloir sortir le ballon proprement. Ça va pas être facile. Et si on arrive à passer par les côtés, je pense que leur seul point faible, mais quand on dit point faible, c'est par rapport au reste, ce sera plutôt par les côtés, par les latéraux. Ok, très bien. Vous avez quelque chose à ajouter, monsieur, ou... La lenteur, j'ai l'impression un peu de vitesse dans l'axe, et si tu dois aller travailler, à mon avis, c'est là-dessus, quoi, sur la vitesse. Le gardien n'est pas terrible et les attaquants sont mauvais. Allez, on regarde tout de suite les résultats des différentes consultations que nous avons lancées pendant cette émission. Vous n'êtes pas inquiet de voir Sertic titulaire face à Guingamp, comme quoi 68%, c'est pas mal. 68%, effectivement. Deuxième résultat, le voilà. Selon vous, Sofiane Bouffal à l'OM n'est pas une bonne idée à 64%. Ce qui tombe plutôt bien vu qu'il a assuré à Southampton. Vous avez une possibilité aujourd'hui sur Mertens de Naples. Je pense que ça laissera pas insensible les gens. Ah là, tu as déjà mis le feu à Internet. Juste à 10 ça, là, comme ça. Il a une clause libératoire à 28 millions d'euros. Il a 30 ans, il a pas fait la saison de sa vie, mais il a encore 18 buts. Voilà, ça, c'est des joueurs pour l'OM. Lui, il peut jouer devant. Lui, on en reparlera. Je vais chercher en vélo. Oui, mais on en reparlera dans 4 mois. Dans 4 mois, j'espère venir et dire il y avait Mertens en possibilité à 28 millions. Qu'est-ce qu'on a fait dans les grands bureaux là-bas? Et pareil, en défense centrale, vous avez aujourd'hui Albiol qui joue pour le Napoli, rien, qui tient la route derrière, qui a 32 balais, qui est pas un minot, qui a une clause libératoire à 6 millions. Est-ce qu'on peut en parler de Mertens? Tu prends ces deux joueurs-là, maintenant, en payant les clauses. Pas compliqué de payer les clauses. Il ne faut pas avoir fait 14 ans d'études pour payer une clause. Tu prends ces deux joueurs-là, 28 et 6, tu as bouclé ton recrutement pour devant et pour derrière. Sur Albiol, on reparlera dans 4 mois d'effectifs olympiens. Sur Albiol, je suis d'accord. Après, Mertens, juste le truc, je suis d'accord avec toi, à payer une clause libératoire, c'est facile. Le seul truc, c'est après de savoir si Mertens, il n'a pas mieux que l'OM et si
s'il a un club comme Chelsea ou comme on en a parlé à Barcelone aussi. Mais je parle pas d'un joueur qui aujourd'hui joue pour Man City où toi tu vas te positionner à il joue à Naples, donc c'est quand même gérable. Et si tu poses pas la question et que tu te bats pas pour oui, bien sûr, il faut se battre avec. Mais je veux dire, selon avec qui on se bat, ce sera peut-être difficile. Mais c'est une très très bonne idée. Si messieurs, c'est terminé. Petite info. On peut pas parler encore de Dream Mertens. Là, je suis en train de me dire, il va jouer à l'OM, c'est monstrueux. J'ai des étoiles dans les yeux. Demain 14h, ouverture des places pour la finale de la fanzone au Stade de Rome. Donc allez-y, billetterie ouverte à 14h si vous voulez assister à la finale de la Coupe d'Europe en direct de la fanzone. J'y étais en demi-finale, c'est assez sympathique, il y a une très bonne ambiance. Voilà, si vous avez pas réussi, la finale, je pense pas. Ce sera mon rédacteur en chef de décider. Je pense que je serai un peu plus haut. Voilà, 14h pour les ouvertures de la billetterie pour la fanzone. On rappelle billetterie, mais c'est gratuit. Mais il faut quand même que vous réserviez votre place parce que les places sont nominatives. Voilà. Et ne vendez pas ces places-là au marché noir, sinon René Malville va s'énerver. Non, mais il n'y a pas que René, il a raison. Il avait poussé un coup de gueule là-dessus. Absolument. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour l'avant-match de la grande finale, en espérant aussi pouvoir débriefer un sprint final qui tournerait en notre faveur. Merci à Yvan Lemay aussi d'avoir été notre invité. D'avoir supporté nos votes. Voilà, de nous avoir supporté. Bonne soirée. Et on va te souhaiter un bon mercato, Yvan, parce que je pense qu'on va pas trop voir d'ici le début du mercato. Je reviendrai pour voir qui a signé l'Olympique de Marseille en centrale et en attaquant, sans problème. On compte sur toi, évidemment. Quand on aura Eboufal et Mertens. Je serai le plus heureux, monsieur. Avec sur la photo de Bacca sur le banc, il fait la gueule. Mitroglou dans le restaurant pour donner à manger. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Salut.